Il émerge sans bruit. Un instant, la surface de la rivière est lisse, presque immobile sous le soleil de midi. Et l'instant d'après, elle se déchire. Une masse rose et grise se dresse, ouvre une gueule où un homme tiendrait tout entier, et bâille. Ce bâillement s'entend à 1 kilomètre. Vous croyez regarder un géant paisible, un peu ridicule, le gros pâteau des livres pour enfants. Vous vous trompez sur toute la ligne. Cet animal tue chaque année plus d'êtres humains en Afrique que les lions, les léopards et les crocodiles réunis. Et il est presque entièrement végétarien. Bienvenue sur Planète Animal. Celui que vous venez de voir surgir de l'eau, c'est l'hippopotame, autrement dit Hippopotamus amphibius, le troisième plus lourd animal terrestre de la planète. Restez jusqu'à la fin. À la moitié du film, je vous montrerai l'expérience japonaise qui a percé le secret de la sueur de sang. Cette matière rouge qui n'est ni du sang, ni de la transpiration, et qui n'a aucun équivalent connu dans le règne animal. Reprenons dans l'ordre. Vous connaissez tous cette image. Le bassin d'un zoo, une eau verdâtre, et une énorme bête immobile qui affleure à peine, les paupières lourdes, la bouche molle. De temps à autre, elle ouvre grand la gueule, montre ses dents, replonge. On la trouve amusante, on la photographie, on lui prête un caractère bonhomme, un peu lent, presque attachant. C'est peut-être le plus grand malentendu de toute la zoologie africaine. Car l'animal que vous voyez sommeiller dans ce bassin est dans la nature l'un des êtres les plus dangereux du continent. Pas l'un des plus agressifs parmi les végétariens, l'un des plus dangereux tout court. Devant le lion, devant le crocodile, devant le buffle. Et cela pose immédiatement une question qui ne devrait pas avoir de réponse. Comment un mangeur d'herbe, un animal dont le régime est fait à 90% de gazon, peut-il être plus meurtrier que tous les prédateurs qui le côtoient? Gardez cette question en tête. Nous n'y répondrons pas tout de suite, parce que la réponse tient à la fois à son caractère, à son anatomie et à toute son histoire évolutive. Mais posons d'abord les faits, car ils sont déjà stupéfiants. Commençons par la taille. Un mâle adulte pèse entre 1500 et 3200 kg. Les plus gros spécimens jamais mesurés approchaient les 4500 kg. Imaginez un instant. Prenez une petite voiture urbaine, celle que vous croisez tous les jours, garée en bas de chez vous. Un hippopotame de bonne taille pèse davantage. Sa longueur va de 3 à 5 mètres, sa hauteur au garrot atteint 1,50 m, à peu près la hauteur d'une porte à mi-battant. Et fait remarquable, il ne cesse jamais de grandir. Un vieux mâle est toujours plus massif qu'un jeune. L'âge, chez lui, se lit dans la masse. Autre détail, et il est rare chez les grands mammifères. La différence de taille entre le mâle et la femelle est énorme. Une femelle pèse de 1000 à 2000 kg, parfois 2 fois moins que le mâle de son groupe. Chez l'éléphant, chez le rhinocéros, l'écart est bien plus discret. Chez celui-ci, il saute aux yeux. Et cet écart n'est pas un hasard, il est directement lié à la façon dont ces animaux vivent, s'affrontent et se reproduisent. Nous y reviendrons. Venons-en maintenant à ce qui frappe le plus quand on l'observe vraiment. La vitesse. On regarde cette silhouette lourde, ce ventre qui semble presque toucher le sol, ses pattes courtes et trapues, et l'on se dit qu'un tel animal ne peut pas être rapide. Erreur. Sur Terre, sur une courte distance, un hippopotame atteint environ 30 km à l'heure. Réfléchissez-y un instant. Un sprinter entraîné plafonne autour de 24 km à l'heure. Autrement dit, si un hippopotame décide de charger, aucun être humain sur cette planète ne le distancera à la course. Aucun. Il ne tient pas cette allure longtemps, quelques dizaines de secondes tout au plus, mais ces quelques secondes suffisent amplement. Et je l'avoue, la première fois que j'ai lu ce chiffre, j'ai dû le relire. 3000 kilos lancés à 30 km à l'heure. Cette masse-là, quand elle vous fonce dessus entre vous et la rivière, ne peut ni s'arrêter ni tourner facilement. Ce qui se trouve sur son chemin est écrasé. Voilà pourquoi les guides expérimentés, en Afrique, n'installent jamais un campement sur le sentier qu'un hippopotame emprunte pour rejoindre l'eau. Jamais. Regardons à présent la mécanique de cette agressivité, car elle obéit à une logique. L'hippopotame n'est pas un chasseur, il ne vous traque pas, il ne vous considère pas comme une proie. Ce n'est pas un animal cruel,
et parler d'espèces sanguinaires n'aurait aucun sens. Ce qui le rend redoutable, c'est autre chose. C'est un territoire, un instinct de défense et une puissance sans commune mesure. Le mâle dominant contrôle une portion de rivière ou de lac. La femelle, elle, défend son petit. Approcher trop près de l'un ou de l'autre, et la réaction est immédiate, foudroyante, sans avertissement. Là où l'éléphant ou le buffle vous accordent souvent quelques secondes de menace avant de charger, celui-ci peut passer à l'attaque sans le moindre signe. Pensez-y, un demi-tour de la tête et tout bascule. C'est là qu'apparaît une confusion qu'il faut lever tout de suite, avant d'aller plus loin. On parle de l'hippopotame comme s'il n'existait qu'une seule sorte. C'est faux. La famille des hippopotamidés compte aujourd'hui 2 espèces vivantes. La première, celle qui nous occupe, c'est l'hippopotame commun, le colosse des rivières. La seconde est bien moins connue. On l'appelle l'hippopotame nain, une créature discrète des forêts d'Afrique de l'Ouest, qui pèse environ 250 kilos, soit 10 à 15 fois moins que son cousin géant. Beaucoup plus secret, beaucoup plus rare, il vit caché sous le couvert des arbres, loin des grandes rivières ouvertes. Lui aussi figure aujourd'hui parmi les espèces menacées. Mais son histoire est différente, et ce n'est pas la sienne que nous suivons aujourd'hui. Alors revenons à notre géant, et à cette question du danger que je vous ai demandé de garder en tête. On croit toujours que le plus meurtrier des grands animaux d'Afrique doit être un prédateur, une machine faite pour tuer. Et pourtant, ici, la vérité est exactement inverse. Ce n'est pas la faim qui rend l'hippopotame dangereux. Ce n'est pas l'appétit du chasseur. C'est précisément l'inverse. C'est un herbivore qui, une fois dérangé sur son territoire ou près de son petit, dispose d'une force, d'une vitesse et d'une gueule capable de couper en deux un crocodile de 3 mètres. Le danger ne vient pas de ce qu'il veut vous manger, il vient de ce qu'il ne vous craint pas. Et c'est peut-être là le fait le plus sous-estimé de toute son histoire. Des millions d'années d'évolution ont façonné un animal qui, tout simplement, ne connaît pas la peur. Rien dans son environnement naturel ne le menace vraiment une fois adulte. Ni le lion, ni le crocodile, ni aucun rival de sa taille. Un être qui n'a jamais eu de raison d'avoir peur ne développe pas la prudence. Il développe l'aplomb. Et cet aplomb, face à une pirogue de pêcheur ou à un promeneur imprudent, devient mortel. Il y a donc dès le départ un paradoxe au cœur de cet animal. Un colosse qui broute paisiblement l'herbe la nuit et qui peut tuer en 1 seconde. Un habitant de l'eau dont le plus proche parent vivant n'est ni le cheval, comme le croyaient les Grecs, ni le porc, comme le pensaient longtemps les savants. Un géant dont l'anatomie entière, de la peau aux narines, est un chef-d'œuvre d'ingénierie façonné par le monde de l'eau. Alors, arrêtons-nous là un instant et regardons ce corps de plus près. Car chaque détail de cet animal, absolument chaque détail, répond à une nécessité précise. 115 décibels. C'est le niveau sonore que peut atteindre le cri d'un hippopotame. Pour vous donner une idée, c'est le volume d'un concert de rock quand vous êtes debout tout près des enceintes, ou celui d'un violent coup de tonnerre au-dessus de votre tête. Un son pareil porte sur plusieurs kilomètres. Et voici ce qui devrait vous étonner. Cet animal peut produire ce cri sous l'eau, gueule fermée, narines closes, sans remonter à la surface. Comment un corps peut-il crier là où le vôtre ne pourrait même pas respirer? La réponse est dans son anatomie, et son anatomie tout entière est une réponse à une seule contrainte, l'eau. Commençons par le haut, par la tête, parce qu'elle est déjà une anomalie. La tête d'un hippopotame est démesurée. À elle seule, elle représente environ 1/3 de la masse totale de l'animal. 1/3. Prenez le poids d'un hippopotame adulte, imaginez qu'on en détache la tête, et vous tenez déjà l'équivalent d'un grand cheval de trait. Cette disproportion n'est pas un caprice de la nature. Une tête si lourde, si massive, coûte cher à porter, à nourrir, à équilibrer. Si l'évolution l'a conservée, c'est qu'elle abrite quelque chose d'essentiel. Une arme. Et quelle arme! Dans cette gueule se cachent des canines inférieures qui poussent tout au long de la vie de l'animal. Chez un vieux mâle, elles atteignent 50 cm, parfois davantage. 50 cm, c'est à peu près la longueur de votre avant-bras entier, du coude au bout des doigts. Ces défenses ne servent jamais à se nourrir. Jamais.
L'hippopotame ne mâche pas l'herbe avec elle, il la coupe avec ses larges lèvres cornées. Alors, à quoi servent des poignards d'un demi-mètre chez un mangeur de gazon? Gardez la question. Elle est le cœur de tout ce qui va suivre, et je vous promets qu'elle trouvera sa réponse. Poursuivons l'inventaire de cette gueule, car il est vertigineux. La pression exercée par les mâchoires d'un hippopotame se compte parmi les plus destructrices du monde animal. On avance des estimations considérables, et si les chiffres exacts varient d'une source à l'autre, l'effet, lui, ne varie pas. Un hippopotame sectionne un crocodile de 3 mètres en deux, d'un seul mouvement, sans effort apparent. Pensez-y une seconde. Le crocodile est lui-même une machine à broyer, un survivant des âges des dinosaures, une gueule bardée de dents. Et l'hippopotame le tranche comme on casse une brindille. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la mécanique. Une mécanique effrayante. Descendons maintenant sous la surface de la peau, parce que cette peau, elle aussi, est un objet remarquable. Sur le dos et les flancs, elle atteint 5 cm d'épaisseur, à peu près l'épaisseur de 3 doigts serrés l'un contre l'autre. Ce n'est pas une simple protection contre les dents et les griffes, c'est à la fois une armure mécanique et un isolant thermique. Sous elle, une épaisse couche de graisse amortit encore les coups. Un mâle qui a passé sa vie à se battre porte le récit de ses combats gravés dans cette peau, en cicatrices et en balafres. Mais le plus étonnant, dans cette peau, ce n'est pas son épaisseur, c'est ce qu'elle fabrique. Et cela, nous y reviendrons, car c'est l'un des secrets les mieux gardés de l'animal. Remontons à la surface, littéralement, et regardons le visage de l'hippopotame quand il flotte. Vous avez tous vu cette image, sans peut-être en mesurer le génie. Les yeux, les oreilles et les narines sont tous alignés sur le sommet du crâne, exactement dans le même plan horizontal. Regardez bien la prochaine fois. Cela signifie qu'un hippopotame peut s'immerger presque entièrement, ne laissant dépasser que ses 3 paires d'organes. Il voit, il entend, il respire. Et pourtant, il est quasiment invisible depuis la berge, une simple ride à la surface de l'eau. Imaginez un sous-marin qui ne montrerait que son périscope. C'est exactement cela, sauf que le sous-marin pèse 3 tonnes et vit depuis des millions d'années. Chacun de ces organes est équipé pour le monde aquatique. Quand l'animal plonge, ses narines se ferment grâce à de petits clapets musculaires. Ses oreilles se ferment de la même manière. Ses yeux sont protégés par une membrane transparente qui glisse dessus comme une paupière supplémentaire. Tout est verrouillé, étanche, pensé pour l'immersion. Et l'hippopotame peut rester ainsi sous l'eau jusqu'à 5 minutes, avant de remonter, prendre quelques inspirations et redescendre. Mais voici le détail qui, personnellement, m'a le plus stupéfié. Ce cycle, remonter, respirer, replonger, il l'accomplit même en dormant. Un hippopotame endormi au fond de l'eau s'élève doucement vers la surface, respire et se laisse redescendre sans jamais se réveiller. Réfléchissez à ce que cela veut dire. Chez la plupart des animaux, chez vous, chez moi, la respiration pendant le sommeil reste liée à la position du corps. On respire couché, à l'air libre. Ici, tout se passe sous l'eau, dans un cycle entièrement automatique qui ne dépend d'aucune conscience. L'animal respire dans son sommeil, sous la surface, et il n'en sait rien. C'est l'un des faits les plus troublants de toute sa biologie. Descendons encore, jusqu'aux pattes, car elles réservent une dernière surprise. Elles sont courtes, épaisses, massives. 4 doigts à chaque pied, reliés par des palmures qui aident l'animal à se déplacer sur les fonds vaseux. Mais voici l'essentiel. Dans l'eau, l'hippopotame ne nage pas vraiment, au sens où vous l'entendez. Son corps a une flottabilité presque neutre. Il ne coule pas, mais il ne remonte pas tout seul non plus. Alors il marche. Il marche sur le fond du lac ou de la rivière, comme vous marcheriez sur le sol, ou bien il prend appui sur le fond et se laisse planer d'une poussée. Un géant qui fait de longues foulées lentes au fond des eaux, en apesanteur. L'image est presque irréelle. Et sur la terre ferme, ces mêmes pattes cachent un autre raffinement. L'hippopotame marche sur la pointe de ses doigts, comme le cheval ou la vache, le talon ne touchant jamais le sol. Cette posture, on l'appelle digitigrade. Elle donne à sa démarche un ressort inattendu et lui permet, malgré ses 3 tonnes, d'atteindre la vitesse dont nous parlions. En revanche, une chose lui est absolument impossible, sauter.
Jamais ses quatre pattes ne quittent le sol en même temps. Ce colosse peut courir, charger, écraser, mais il ne peut pas décoller d'un centimètre. Alors revenons à notre question, celle des poignards d'un demi-mètre chez un herbivore. Vous l'avez sans doute déjà deviné, maintenant que le tableau est complet, ces défenses ne coupent pas l'herbe. Elles ne servent pas à chasser, puisque cet animal ne chasse pas. Elles ne servent qu'à une seule chose, se battre. Se battre contre les autres mâles, pour le territoire et pour l'accès aux femelles. Et, accessoirement, briser tout ce qui aurait l'audace de menacer l'animal ou son petit. Toute cette tête colossale, ce tiers de la masse de la bête, n'est au fond qu'un socle, un support massif conçu pour porter et pour manier ces armes-là. La disproportion s'explique enfin. La tête est lourde parce que l'arme est lourde. Voilà donc un corps où rien n'est gratuit. Une peau-armure qui fabrique on ne sait quoi. Des sens rassemblés sur une seule ligne pour épier le monde depuis l'eau. Une respiration qui fonctionne toute seule, dans le sommeil et sous la surface. Des pattes qui marchent au fond des rivières. Et une gueule bâtie autour d'une seule idée. La puissance. Comment un tel assemblage a-t-il pu voir le jour ? Quelle histoire faut-il pour façonner un mangeur d'herbe qui marche sous l'eau et crie sans respirer ? Pour le comprendre, il faut remonter très loin, bien plus loin que l'Afrique. Il faut remonter jusqu'à un petit animal qui vivait il y a des dizaines de millions d'années, et dont un cousin, un jour, est entré dans la mer pour ne jamais en ressortir. Le porc en est proche, croyait-on. Le cheval, pensaient les Grecs. Le rhinocéros, l'éléphant, tous ces géants d'Afrique avec qui il partage les rivages. Aucun d'eux n'est son plus proche parent. Son plus proche parent vivant ne marche pas sur la terre ferme. Il ne broute pas. Il n'a pas de pattes. Il vit dans l'océan, il peut peser des dizaines de tonnes et il chante sous l'eau. Le plus proche cousin vivant de l'hippopotame, c'est la baleine. Je sais l'effet que produit cette phrase. La première fois que je l'ai rencontrée, je l'ai relue 2 fois, persuadé d'avoir mal compris. Un colosse trapu des rivières africaines et un géant des mers, séparés par des continents, par des allures, par des modes de vie qui n'ont rien de commun. Et pourtant, comment 2 êtres aussi dissemblables peuvent-ils être cousins ? La réponse a mis près de 2 siècles à s'imposer, et elle a bouleversé la place de l'hippopotame dans l'art du vivant. Reprenons dans l'ordre, car cette histoire est une belle leçon de patience scientifique. Pendant très longtemps, les naturalistes ont classé l'hippopotame auprès du porc. La forme générale du corps, le dessin des molaires, tout semblait le rapprocher des cochons et de leurs parents. C'était une hypothèse raisonnable, fondée sur ce qui se voit, sur la forme. Et cela a tenu pendant des générations. Regardez un hippopotame, regardez un sanglier, et vous comprendrez qu'on ait pu s'y tromper. Puis est venue une autre manière de lire le vivant. À partir des années 1990, les biologistes n'ont plus seulement comparé les formes, ils ont comparé les molécules. Ils ont lu directement dans les gènes, dans les longues chaînes de l'hérédité, et là, une surprise les attendait. Les séquences génétiques de l'hippopotame ne le rapprochaient pas du porc, elles le rapprochaient des cétacés, c'est-à-dire des baleines, des dauphins, des marsouins. Plusieurs équipes, travaillant de façon indépendante, sont arrivées à la même conclusion. Ce n'était pas une intuition, ni une théorie fragile. C'était écrit dans l'ADN et confirmé encore et encore. Mais un problème demeurait, et il était de taille. Entre les plus anciens fossiles de baleines et les plus anciens fossiles d'hippopotames, il y avait un gouffre de 40 millions d'années. Un vide immense. Les molécules disaient cousins, mais les pierres restaient muettes sur le chaînon qui aurait relié les 2 lignées. Comment croire à une parenté sans le moindre ancêtre commun à montrer ? Le mystère est resté ouvert pendant des années. Il a fallu attendre le milieu des années 2000 et le travail d'un chercheur français, Jean-Renaud Boisserie, avec ses collègues, pour combler ce vide. Leur proposition est d'une élégance rare. Ils avancent qu'il y a environ 50 à 60 millions d'années vivait un ancêtre commun, un animal amphibie, attaché à l'eau. De cet ancêtre sont issues 2 branches. L'une est entrée dans la mer et n'en est jamais ressortie, abandonnant peu à peu la terre pour devenir, au fil des âges, les baleines et les dauphins. L'autre est restée sur la terre ferme.
Elle a donné un vaste groupe d'animaux aujourd'hui disparus, à l'allure de gros porcs, qu'on appelle les anthracotères. Ces créatures ont prospéré partout dans le monde pendant des dizaines de millions d'années, en de nombreuses formes différentes. Puis, presque toutes, elles se sont éteintes. Presque toutes. Il en reste un unique descendant vivant aujourd'hui, l'hippopotame. Arrêtez-vous là une seconde. Cet animal que vous voyez dormir dans un bassin est le dernier survivant d'une dynastie oubliée. Le dernier représentant d'une lignée qui a couvert la planète et dont il ne reste que lui. Alors la parenté avec la baleine cesse d'être une bizarrerie pour devenir une évidence. Les deux lignées ne descendent pas l'une de l'autre. L'hippopotame n'est pas une baleine revenue sur la Terre, et il faut se méfier de cette formule séduisante, mais fausse. Les deux sont les rameaux d'un même tronc, séparés depuis des dizaines de millions d'années, partis chacun de son côté depuis un ancêtre partagé. Les scientifiques ont même forgé un nom pour réunir ces cousins, un mot qui mêle la baleine et l'hippopotame. Et soudain, tout un ensemble de détails que nous avons croisés prend un sens nouveau. Rappelez-vous, je vous ai dit que l'hippopotame met bas dans l'eau, que la femelle allaite son petit sous la surface. La baleine fait de même. Je vous ai dit qu'il émet des sons qui se propagent à la fois dans l'air et dans l'eau. La baleine, elle, chante à travers les océans. Je vous ai décrit un animal qui passe l'essentiel de sa vie immergé, qui perçoit le monde sous l'eau avec une acuité stupéfiante. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont les empreintes d'une histoire commune, les traces d'un ancêtre aquatique partagé, restées inscrites dans deux corps que tout paraît opposer. Il y a d'ailleurs dans les fossiles des figures qui rendent cette histoire presque tangible. On connaît par exemple un petit animal semi-aquatique de la taille d'un renard qui vivait il y a une quarantaine de millions d'années dans ce qui est aujourd'hui l'Inde et que certains chercheurs placent tout près de la racine de cette parenté entre baleine et hippopotame. Un animal minuscule, discret, qui déjà cherchait refuge dans l'eau. Pensez-y, toute la démesure de l'hippopotame, toute la majesté des baleines pourraient plonger leurs racines dans des créatures de cet ordre, timides et petites, qui apprenaient à vivre entre deux mondes. Quant aux plus anciens fossiles proprement dits d'hippopotame, ceux qu'on peut sans hésiter rattacher à sa famille, ils sont bien plus récents. Ils remontent à environ 16 millions d'années et ils viennent d'Afrique de l'Est. Ce qui veut dire qu'entre l'ancêtre commun avec la baleine et le premier véritable hippopotame, il s'est écoulé un temps si vaste que l'esprit peine à le saisir. Des dizaines de millions d'années de transformation lente, patiente, invisible, pour aboutir à la bête que nous connaissons. Et je dois vous dire ma prudence ici, car la science elle-même reste prudente. Le détail exact de cette histoire, la place précise de tel ou tel fossile, la nature exacte de cet ancêtre commun, tout cela fait encore l'objet de débats parmi les spécialistes. On discute, on révise, on affine. Ce qui ne fait plus débat, en revanche, ce qui est solidement établi par la génétique comme par les fossiles, c'est le lien lui-même. Parmi tous les animaux terrestres de la planète, aucun n'est plus proche de la baleine que l'hippopotame. Aucun. C'est, à mon sens, l'une des plus belles révélations de la zoologie récente, et l'une des plus contre-intuitives. Alors la prochaine fois que vous verrez l'un de ces géants somnolés dans une rivière, essayez de le regarder autrement. Ne voyez pas un gros porc aquatique. Voyez le lointain cousin des baleines, l'unique héritier d'une lignée effacée. Un survivant qui porte dans sa chair et dans son sommeil sous l'eau la mémoire d'un très vieil ancêtre attaché à l'onde. Mais une histoire aussi ancienne ne se contente pas de façonner un squelette et une parenté. Elle façonne aussi une façon de vivre, de se nourrir, de survivre. Et sur ce point encore, l'hippopotame réserve un paradoxe que peu de gens soupçonnent. Car ce colosse capable de trancher un crocodile passe ses nuits à faire quelque chose de beaucoup plus doux qu'on ne l'imagine. Il y a environ 20 ans, dans un laboratoire de l'université pharmaceutique de Kyoto, au Japon, une équipe de chimistes s'est attelée à une tâche que personne n'avait réussi avant elle. Recueillir la sueur d'un hippopotame. Semaine après semaine, ils ont passé de la gaze sur la tête et le dos de l'animal, 2 fois par semaine, pendant des mois, pour rassembler assez de matière. Il fallait la garder froide, diluée, humide, car dès qu'on la retire de la peau, cette substance change. Incolore d'abord, elle vire au rouge en quelques minutes, puis au brun.
Ce qu'il cherchait à percer, c'était l'un des plus vieux mystères attachés à cet animal. Mais avant d'y arriver, il faut d'abord comprendre comment vit vraiment ce colosse et ce qu'il fait de ses nuits. Car voici le paradoxe. Cette bête capable de trancher un crocodile est presque entièrement végétarienne. Son régime est fait à 90% d'herbe, de l'herbe, tout simplement. Comment une gueule pareille, bâtie autour de défenses d'un demi-mètre, peut-elle se contenter de gazon? Voilà l'énigme de son quotidien, et elle est aussi belle que celle de sa sueur. Chaque nuit, quand la chaleur retombe, l'hippopotame quitte l'eau. Il monte sur la berge et il broute. Il ne se sert pas de ses dents pour cela, souvenez-vous, mais de ses larges lèvres cornées, dures, qui coupent l'herbe au ras du sol comme le ferait une tondeuse. Il avance ainsi dans la nuit, tête basse, et il peut parcourir de 3 à 8 kilomètres au cours d'une seule sortie nocturne. 8 kilomètres, c'est une bonne heure et demie de marche pour vous, à pied, d'un bon pas. Lui l'a fait chaque nuit, en broutant. Et voici ce qui surprend. Pour un animal de cette taille, il mange étonnamment peu. 30 à 40 kilos de végétaux par nuit. Cela paraît énorme, mais rapporté à sa masse, c'est modeste, bien moins que ce qu'engloutit un éléphant. Pourquoi si peu? Parce que sa vie à demi immergée lui fait faire des économies. L'eau porte son corps. Elle le soutient, le rafraîchit, le dispense de dépenser des calories à lutter contre la chaleur ou à tenir son poids en équilibre. L'éléphant, lui, doit porter ses tonnes à bout de patte toute la journée. L'hippopotame, une bonne partie du temps, laisse l'eau travailler à sa place. Son système digestif, d'ailleurs, n'a rien d'un spécialiste. Ce n'est pas un ruminant. Il ne rumine pas, il n'a pas ce grand estomac à compartiment qui permet à la vache ou à la girafe de tirer patiemment le meilleur de chaque brin d'herbe. Son estomac est plus simple, ce qui explique un fait curieux. Malgré les quantités qu'il avale, il n'extrait pas la nourriture aussi efficacement que ses herbivores spécialisés. Il mange beaucoup, il assimile moyennement. Mais ce déchet apparent, cette digestion imparfaite, cache l'une des fonctions les plus importantes de l'animal dans la nature. Ce que l'hippopotame broute la nuit sur la terre ferme, il le rejette le jour dans l'eau. Chaque jour, il apporte à la rivière une masse considérable de matière organique, des nutriments arrachés à la berge et transportés jusqu'au cœur du courant. Et cette matière nourrit toute une chaîne. Les algues, le plancton, les invertébrés, et au bout de la chaîne, les poissons. Une étude publiée dans une grande revue scientifique, il y a quelques années, a montré que dans les rivières riches en hippopotames, la vie aquatique était nettement plus abondante que dans des rivières comparables où ils étaient absents. Prenez la mesure de ce que cela signifie. L'hippopotame ne se contente pas d'habiter la rivière, il la fertilise. Il en est l'un des grands ingénieurs, celui qui, par sa seule digestion, crée les conditions de vie pour des milliers d'autres espèces. C'est le moment de reprendre notre souffle un instant. Et vous, avez-vous déjà vu un hippopotame, au zoo ou en pleine nature? Vous a-t-il paru aussi énorme qu'on le dit, aussi lourd, aussi impressionnant de près? Dites-le moi en commentaire. J'aime beaucoup lire vos rencontres avec ces animaux et savoir d'où vous nous regardez. Et puisque nous parlons de la peau et de ce qu'elle rejette, le moment est venu. Vous vous souvenez, au tout début, je vous ai promis de vous montrer l'expérience japonaise qui a percé le secret de la sueur de sang. La voici enfin. Revenons donc à ce laboratoire de Kyoto. L'hippopotame, depuis toujours, semble transpirer du sang. Sur sa peau apparaît un liquide rougeâtre, épais, qui donne l'impression que l'animal est blessé, qu'il saigne de partout. Pendant des siècles, on a cru exactement cela. On parlait de sueur de sang et l'expression est restée. Mais ce n'est ni du sang, ni de la sueur au sens où nous l'entendons. C'est autre chose, quelque chose qui n'a aucun équivalent connu dans tout le règne animal. Ce que l'équipe japonaise a isolé, publié dans la revue Nature en 2004, ce sont deux pigments. Un pigment rouge, qu'ils ont nommé acide hyposudorique, et un pigment orange, l'acide nord-hyposudorique. Deux molécules instables, réactives, qui n'existent nulle part ailleurs. Et ces deux pigments accomplissent, à eux seuls, plusieurs prodiges en même temps. D'abord, ils absorbent la lumière ultraviolette. Autrement dit, ils protègent la peau du soleil. C'est une crème solaire.
L'hippopotame a un épiderme très mince, qui laisse le derme, plus fragile, exposé aux rayons. Un animal presque nu, à la peau délicate, qui passe des heures immobile sous le soleil brûlant de l'équateur, devrait souffrir de terribles brûlures. Lui non, parce qu'il sécrète en permanence son propre écran solaire. Ensuite, ces mêmes pigments freinent la croissance des bactéries. C'est donc aussi un antiseptique. Rappelez-vous ces mâles couverts de balafres, ces plaies infligées lors des combats. Dans une eau tiède, croupissante, pleine de microbes, de telles blessures devraient s'infecter sans cesse. Or, elles cicatrisent. Le liquide rouge qui recouvre l'animal désinfecte ses propres plaies au fur et à mesure. Arrêtez-vous une seconde sur ce que cela veut dire. Voici un animal qui fabrique lui-même une substance à la fois protection contre le soleil, désinfectant et soin de la peau, et qui la porte sur lui en permanence, du matin au soir. Nous, pour obtenir l'équivalent, il nous faut 3 produits différents achetés en pharmacie. Lui, tout cela suinte de sa propre peau. Je dois vous l'avouer, quand j'ai compris cela, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de plus bel exemple d'ingéniosité chimique dans la nature. Et notez la patience qu'il a fallu du côté humain. Des mois à recueillir quelques traces d'une matière qui se dérobe, qui rougit puis brunit dès qu'on la touche, qui refuse de se laisser étudier. Il aura fallu des années de travail acharné pour arracher son secret, à ce liquide que l'animal, lui, produit sans y penser depuis des millions d'années. Voilà donc réglée l'énigme de la sueur de sang, et celle du régime de ce doux colosse nocturne. Un géant qui broute l'herbe en silence, qui engraisse les rivières de son passage, et qui marche dans la nuit vêtu de sa propre médecine. Mais un animal ne vit pas seul. Autour de lui, il y a les autres, les rivaux, les femelles, les petits. Et c'est dans cette vie en groupe que se révèle enfin la vraie raison de ces armes que nous n'avons cessé de croiser. 2 mâles se font face dans l'eau peu profonde. Ils ne bougent presque pas. Puis, lentement, chacun ouvre la gueule, de plus en plus grand, jusqu'à cet angle impossible, cette béance qui montre tout, les gencives, la langue, et surtout les canines. Ils se jaugent ainsi, gueule contre gueule, pendant de longues secondes. C'est un rituel, une mesure silencieuse. Chacun évalue l'autre, sa taille, la longueur de ses armes. Et souvent cela suffit. Le plus faible referme la bouche, tourne et s'éloigne. Mais parfois non. Parfois les têtes s'abaissent, se percutent, et les défenses entrent dans la chair. Voici enfin la réponse à la question que nous traînons depuis le début. À quoi servent ces poignards d'un demi-mètre chez un mangeur d'herbe? À cela. À ce combat-là. Mais une question en cache une autre, plus profonde. Car ces mâles ne se battent pas pour de la nourriture. Le territoire qu'ils défendent avec tant d'acharnement n'est pas un garde-manger. D'autres animaux peuvent y entrer, y boire, y brouter, sans être inquiétés. Alors pourquoi, exactement, ces géants sont-ils prêts à s'entretuer? Reprenons dans l'ordre, en regardant d'abord comment s'organise leur société. Car contrairement à une idée répandue, l'hippopotame n'est pas un solitaire. Il vit en groupe. On appelle ces groupes des écoles, ou plus simplement des hardes, et ils comptent en général de 10 à 30 individus. Parfois beaucoup plus, jusqu'à des rassemblements de plusieurs dizaines quand l'eau se fait rare et qu'il faut se serrer. Le cœur du groupe, ce sont les femelles et leurs petits. Autour, un mâle domine, un seul. C'est lui qui contrôle une portion de rivière ou de rive de lac, une bande d'eau qui peut s'étendre sur quelques centaines de mètres, parfois davantage. D'autres mâles, plus jeunes, sont tolérés à la périphérie. Mais à une condition, stricte, qu'ils se tiennent tranquilles. Qu'ils adoptent, en présence du dominant, une posture d'effacement, la tête basse, sans jamais lancer de défi. Tant qu'ils respectent cette règle silencieuse, ils peuvent rester. Qu'ils la transgressent, et c'est le combat. Et maintenant, la vraie raison de ces guerres se dévoile. Ce territoire n'est pas défendu pour l'herbe ni pour l'eau, il est défendu pour les femelles. Celui qui tient la portion de rivière tient l'accès à la reproduction. Voilà l'enjeu, le seul, celui qui vaut qu'on risque sa vie.
Et cela éclaire d'un coup un détail que je vous avais laissé en suspens il y a longtemps. Vous vous souvenez de cet écart de taille énorme entre mâle et femelle? Un mâle parfois 2 fois plus lourd que la femelle de son groupe? Le voici expliqué. Dans une société où les mâles s'affrontent physiquement pour dominer, ce sont les plus grands, les plus lourds, les mieux armés qui l'emportent et qui se reproduisent. Génération après génération, la sélection a gonflé les mâles. La taille ici n'est pas un ornement, c'est une conséquence directe de la manière dont ces animaux se disputent la vie. Les combats, eux, sont d'une violence qui marque à jamais. Deux colosses se percutent, tête contre tête, et cherchent à planter leur défense dans les flancs de l'adversaire. Le corps de tout mâle adulte emporte le récit, couvert de cicatrices, de balafres épaisses. Les blessures graves sont ordinaires. La mort, plus rare, mais elle survient. Pensez à ce que représente un tel affrontement. 3 tonnes contre 3 tonnes, dans une eau qui bout d'éclaboussures, avec des armes capables de sectionner un crocodile. Ce n'est pas un duel élégant. C'est un choc brutal, sanglant, où l'on ne recule qu'à demi-mort. Mais laissons les mâles à leur guerre, et tournons-nous vers l'autre versant de cette société, infiniment plus doux. Les mères. Car si le mâle est tout entier tourné vers la domination, la femelle est tout entière tournée vers son petit. Quand vient le moment de mettre bas, la femelle s'écarte. Le petit naît dans l'eau, ou tout juste après que la mère a gagné les hauts fonds. À la naissance, il pèse déjà de 25 à 50 kilos. C'est le poids d'un enfant de 10 ans ou d'un gros sac de voyage bien rempli. Et pourtant, à côté de sa mère d'1,5 tonnes, il paraît minuscule, fragile, presque perdu. Les premières semaines, il ne quitte pas les eaux peu profondes, et surtout, il ne quitte pas sa mère. Cette mère est d'un dévouement farouche. Elle défend son petit contre tout. Contre les crocodiles qui rôdent, contre les autres mâles qui peuvent représenter un danger, contre les prédateurs de la berge. Et elle le nourrit d'une manière qui, encore une fois, nous ramène à un très vieux cousin. Elle l'allaite sous l'eau. Le petit se colle au flanc de sa mère, ferme ses oreilles et ses narines grâce à ses clapets dont nous avons parlé, et tête sous la surface. Souvenez-vous de qui d'autre allait ainsi ses petits dans l'eau. La baleine. Encore elle. Encore cette parenté qui affleure là où on ne l'attend pas. Et ce lien entre la mère et son petit ne se défait pas vite. Le jeune hippopotame reste auprès d'elle longtemps, plusieurs années. Une enfance étonnamment longue, comme celle des éléphants ou des grands singes. Pendant tout ce temps, il apprend. Il apprend les chemins du territoire, les endroits sûrs et ceux qui ne le sont pas. Les sources de nourriture, les signaux qui régissent la vie du groupe. Sans sa mère, il serait perdu. Une proie facile pour les crocodiles, les lions, les léopards, qui guettent tous le jeune hippopotame dès qu'il s'écarte. Cette longue école maternelle n'est pas un luxe. C'est ce qui le maintient en vie. Reste une dernière énigme, la plus étrange peut-être de toute leur vie sociale. Comment ces animaux se parlent-ils? Comment marquent-ils leur territoire? Vous connaissez déjà leur voix, ce cri prodigieux qui porte à des kilomètres. Mais ils disposent d'un autre langage, bien plus surprenant. Ils marquent leur domaine avec leurs excréments. Et pas n'importe comment. Le mâle, en déféquant, agite frénétiquement sa courte queue plate, qui fonctionne alors comme une pale, comme un ventilateur, et projette ses déjections dans toutes les directions, sur la berge, sur les buissons, parfois jusqu'à une hauteur surprenante. Cela peut vous faire sourire. Ce n'est pourtant pas un geste grossier, c'est un message. Un panneau, planté dans l'air et sur le sol, qui dit à tous ceux qui passent « Ici, il y a un maître, et il est puissant ». Les autres mâles comprennent le signal, et le plus souvent cherchent un autre chemin. Toute la frontière du territoire est ainsi tracée, non par des murs, mais par des odeurs. Une carte invisible, écrite dans la matière même de l'animal, et que chaque hippopotame de la rivière sait déchiffrer sans erreur. Voilà donc leur monde. Des mâles bardés d'armes qui se déchirent pour le droit de se reproduire. Des mères d'un courage inépuisable qui allaitent sous l'eau, comme les baleines. Des frontières dessinées par le cri et par l'odeur. Un ordre entier, complexe, réglé au détail près. Mais pour maintenir cet ordre, pour reconnaître un rival d'un intrus, sa mère d'une étrangère, un ami d'un ennemi, il faut percevoir le monde.
Et la façon dont l'hippopotame perçoit le sien, à cheval entre l'air et l'eau, est l'une des plus singulières de tout le règne animal. Un hippopotame flotte, immobile, ne laissant dépasser de l'eau que ses yeux, ses oreilles et ses narines. À l'air libre, un cri retentit, poussé par un autre hippopotame à l'autre bout de la rivière. Notre animal réagit aussitôt. Mais voici l'expérience qui déconcerte. Diffuser sous l'eau un cri d'hippopotame, un son totalement inaudible pour vous à la surface, et l'animal réagit tout autant. Il entend dans l'air, il entend sous l'eau, et il fait les deux en même temps, sans bouger la tête. Comment un seul crâne peut-il écouter deux mondes à la fois? C'est peut-être la clé de tout son univers sensoriel, et pour la comprendre, il faut d'abord accepter une chose. L'hippopotame vit à la frontière, toujours entre deux milieux, l'air au-dessus, l'eau au-dessous, séparés par la fine ligne de la surface. Tous ses sens ont été taillés pour cette vie de frontière, et c'est ce qui les rend si étranges. Commençons par les yeux, puisqu'ils sont les premiers à trahir cette double appartenance. Souvenez-vous, ils sont plantés au sommet du crâne. Quand l'animal est immergé, il dépasse juste et il balaie la berge. La vision de l'hippopotame est adaptée aussi bien au grand jour qu'à l'obscurité, ce qui est logique pour une bête qui somnole le jour et broute la nuit. Et sous l'eau, ses yeux ne restent pas sans protection. Une membrane transparente glisse dessus, une sorte de paupière supplémentaire, qui les couvre comme le ferait un masque de plongée. L'animal peut ainsi garder les yeux ouverts sous la surface sans les abîmer et continuer à voir dans le trouble de l'eau. Passons aux narines, car elles ne servent pas qu'à respirer. L'hippopotame se fie beaucoup à son odorat. Rappelez-vous ces frontières tracées par les déjections, ces messages odorants plantés le long des berges. Pour les lire, il faut un nez fin, et il en a un. Quand il plonge, ses narines se ferment hermétiquement, coupant l'odeur et l'air d'un coup. Quand il émerge, elles s'ouvrent, et le monde des odeurs lui revient d'un souffle. Toute une conversation, invisible pour nous, se joue ainsi entre ces animaux, dans un langage de parfums que nous ne percevrons jamais. Et puis il y a le toucher, qu'on oublie toujours. Le museau de l'hippopotame, sa large lèvre, est garni de poils épais et raides, des sortes de moustaches sensibles. Dans une eau boueuse où l'on ne voit rien, où la vision ne sert plus à grand-chose, ces poils deviennent des antennes. Ils tâtent, ils explorent, ils renseignent l'animal sur ce qu'il touche. Imaginez avancer les yeux fermés dans une pièce inconnue, les mains tendues devant vous. C'est un peu ce que fait l'hippopotame au fond trouble de sa rivière, sauf que ses mains sont sur son visage. Mais revenons au plus prodigieux, à cet oui qui écoute deux mondes. Car c'est là que se cache la merveille, et c'est là aussi que la vieille parenté que nous avons découverte refait surface, une fois de plus. Quand l'hippopotame crie à la surface, gueule hors de l'eau, tout le monde l'entend, à des kilomètres. Nous l'avons vu. Mais il peut aussi émettre des sons la gueule sous l'eau, des sons qui se propagent dans le liquide et que nous, à l'air libre, ne captons absolument pas. Et le plus fort, c'est ce qu'il fait dans cette fameuse position à demi immergée, les oreilles et les narines dehors, la gorge et la bouche dessous. Dans cette posture, il peut lancer un son qui part en même temps dans l'air et dans l'eau. Un seul cri, deux messages, deux milieux, simultanément. Les observations menées sur le terrain sont saisissantes. Quand un hippopotame lance un tel appel, ceux qui sont à la surface répondent, souvent le mâle dominant en premier. Et ceux qui étaient sous l'eau remontent aussitôt et se joignent au concert. Un chœur se déclenche, qui se propage de territoire en territoire le long de la rivière, sur plusieurs kilomètres à l'air libre. Sous l'eau, le message porte moins loin, mais il suffit à relier les domaines voisins. Réfléchissez à cela. Toute une population étalée sur des kilomètres de cours d'eau, reliée par un réseau sonore qui traverse à la fois l'air et le liquide. Un système de communication double, dont nous ne percevons que la moitié. Reste la grande question. Comment un animal entend-il sous l'eau, là où nos propres oreilles deviennent presque sourdes et perdent tout sens de la direction? Les chercheurs avancent une hypothèse remarquable, et je dois préciser qu'il s'agit bien d'une hypothèse, car l'anatomie fine de l'oreille de l'hippopotame reste mal connue. L'idée est celle-ci.
Le son de l'eau ferait vibrer l'énorme mâchoire inférieure de l'animal, et ces vibrations seraient conduites, à travers les os du crâne, jusqu'à l'oreille interne. Autrement dit, il n'entendrait pas seulement avec ses oreilles, il entendrait avec sa mâchoire, avec ses os. Et vous savez qui perçoit le son exactement de cette façon? La baleine, le dauphin. Ses cousins des mers reçoivent eux aussi les vibrations de l'eau par les os de la tête, en particulier par la mâchoire. Encore une fois, la même signature ancienne, le même héritage d'un ancêtre attaché à l'eau, resté gravé dans deux lignées que tout sépare. Je vous avoue que chaque fois que je retombe sur cette parenté, tapie dans un détail aussi intime que la façon d'entendre, elle me frappe autant que la première fois. Il y a même plus étrange encore. On a décrit chez l'hippopotame des sons très graves, des infrasons, produits parfois avec des gerbes d'eau, et si bas qu'ils échappent entièrement à l'oreille humaine. Là encore, certaines grandes créatures marines communiquent dans ces registres profonds, sous le seuil de notre audition. Tout un pan du langage de l'hippopotame se joue peut-être dans un silence, pour nous, absolu. Alors regardez de nouveau cette tête qui affleure, ces trois paires d'organes alignés à la surface. Ce n'est pas seulement un dispositif d'espionnage discret, c'est un carrefour de sens, un point de contact entre deux univers. Des yeux qui percent le jour et la nuit, un nez qui lie des frontières de parfum, des moustaches qui tâtent la vase, et une mâchoire qui écoute la rivière comme une baleine écoute l'océan. Un être aussi finement équipé pour percevoir son monde, on est tenté de le croire capable de bien plus que de simples réflexes. On se prend à se demander ce qui se passe derrière ses yeux, dans cette énorme tête. Mais dès qu'on aborde la question de son intelligence, on entre sur un terrain autrement plus glissant, où la science elle-même avance à pas compter. Dans un zoo, un soigneur s'approche du bassin. Il prononce un mot, fait un geste. Et l'hippopotame, cette montagne de 3 tonnes, ouvre lentement la gueule et la maintient ouverte, offrant ses dents à l'examen. Un autre signal, et l'animal se tourne d'une certaine façon, présente son flanc, se laisse examiner, parfois même prélever du sang. Rien de tout cela n'est naturel. Rien de tout cela n'a été programmé par l'évolution. Tout cela a été appris, patiemment, séance après séance. Et cela pose une question à laquelle, honnêtement, nous ne savons pas encore bien répondre. Que se passe-t-il dans la tête d'un hippopotame? Je dois vous prévenir tout de suite, nous entrons ici dans la zone la plus incertaine de tout notre voyage. L'intelligence de l'hippopotame est très mal connue, bien plus mal que celle de l'éléphant, du dauphin ou du grand singe. Et il y a une raison très simple à cette ignorance. On ne peut presque pas l'étudier. Réfléchissez à ce que suppose un test cognitif. Il faut approcher l'animal, lui proposer des tâches, l'observer de près, recommencer. Avec un corbeau, avec un chimpanzé, c'est possible. Avec un hippopotame, c'est un cauchemar. C'est l'un des animaux les plus dangereux du continent. Il passe l'essentiel de sa vie dans une eau trouble où l'on ne voit rien. Et il ne tolère aucune familiarité. Comment mener une expérience délicate avec une créature qui peut vous tuer en 1 seconde et qui reste invisible sous la surface? On ne le peut pas, ou presque. Voilà pourquoi son esprit demeure une énigme, non parce qu'il serait vide, mais parce qu'il est hors d'atteinte. Alors les chercheurs font ce qu'ils peuvent. Ils observent sur le terrain, dans les parcs nationaux, et ils recueillent dans les eaux ce que le comportement veut bien leur livrer. Et ce peu qu'on récolte est déjà intrigant. Reprenons dans l'ordre. Premier indice. L'hippopotame reconnaît les gens. Dans les parcs où des gardiens travaillent depuis des années avec les mêmes groupes, on observe une différence nette de comportement entre les personnes familières et les inconnus. À un visage connu, l'animal permet une proximité qu'il refuserait à tout autre. Le même homme, à la même distance, déclenche la tolérance s'il est reconnu et la menace s'il ne l'est pas. Notez la prudence avec laquelle il faut le dire. On observe une distinction dans le comportement. On ne prétend pas savoir ce que l'animal ressent, ni s'il éprouve quoi que ce soit comme de l'affection. Mais la distinction, elle, est réelle, et elle suppose une mémoire des individus. Deuxième indice, et il est plus troublant encore, l'hippopotame se souvient des lieux et des dangers. Dans les régions où l'on a longtemps chassé ces animaux, les populations restent farouches, méfiantes, prudentes, pendant des décennies après que la chasse a cessé.
Prenez la mesure du délai. Des décennies, bien au-delà de la vie de l'individu qui a connu la chasse. Cela veut dire que la méfiance se transmet, que les jeunes héritent d'une prudence qu'ils n'ont pas eux-mêmes de raison d'avoir, sinon en observant leurs aînés. Les biologistes parlent alors d'apprentissage social, cette faculté de tenir son savoir non de sa propre expérience, mais de celle du groupe. Ce n'est pas rien, c'est l'un des traits qu'on retrouve chez les animaux qu'on tient pour intelligents. Revenons maintenant à notre soigneur et à cette gueule qui s'ouvre sur commande. Ce dressage nous apprend quelque chose de précis. Pour qu'un hippopotame associe un geste, un mot à une action et qu'il la répète, il faut qu'il soit capable de mémoire associative, de faire le lien entre un signal et ce qui doit suivre. Ce type d'apprentissage demande de la constance, de la répétition et une certaine souplesse. On l'obtient, lentement, mais on l'obtient. L'animal apprend à collaborer aux soins, à présenter telle partie de son corps, à ouvrir la bouche pour qu'on inspecte ses dents redoutables. Une bête qui apprend à confier ses armes à un humain, c'est déjà une bête qui calcule quelque chose, même si nous ne savons pas quoi. Et puis il y a le dernier indice, le plus délicat de tous, et celui qui me touche le plus. Le jeu. On a rapporté, chez des hippopotames adultes, des comportements qu'on peut prudemment qualifier de jeu. Ils poussent des objets dans l'eau, ils s'éclaboussent. Ils se poursuivent, sans le moindre signe d'agressivité, sans enjeu de territoire ni de reproduction. Juste pour le mouvement, semble-t-il, juste pour l'action elle-même. Arrêtons-nous une seconde, parce que ce point mérite qu'on l'explique. Chez un grand animal adulte, le jeu est un signe précieux aux yeux des scientifiques. Jouer ne rapporte rien dans l'immédiat. Cela dépense de l'énergie, cela ne nourrit pas, cela ne défend aucun territoire. Quand un animal massif, dont chaque calorie compte, se permet malgré tout de jouer, c'est souvent l'indice d'une certaine richesse mentale, d'un cerveau qui a de la marge, du surplus. Chez l'hippopotame, ce jeu reste bien plus discret que chez le dauphin ou l'éléphant. Il ne faut pas exagérer. Mais il est là, observé, décrit. Alors, l'hippopotame est-il intelligent? Vous voyez qu'à cette question, la réponse honnête est un aveu. Nous ne savons pas vraiment. Ce que nous savons tient en quelques faits épars. Il reconnaît les individus. Il garde en mémoire les lieux et les menaces. Il transmet sa prudence aux jeunes. Il apprend à associer des signaux à des actions. Il lui arrive de jouer. Chacun de ces traits, pris isolément, pourrait sembler modeste. Réunis, il dessine le portrait d'un animal loin d'être la brute stupide qu'on imagine parfois. Un être doté de mémoire, capable d'apprendre, sensible à ce que font les autres autour de lui. Et je trouve qu'il y a là une leçon, plus large que l'hippopotame lui-même. Nous avons tendance à confondre deux choses très différentes, ce qu'un animal est réellement et ce que nous parvenons à mesurer de lui. L'hippopotame nous rappelle brutalement l'écart entre les deux. Son esprit n'est peut-être pas plus pauvre que celui d'autres grands mammifères. Il est simplement mieux caché, protégé par l'eau trouble et par le danger. Nous jugeons son intelligence faible, alors que c'est peut-être seulement notre accès à cette intelligence qui l'est. Peut-être un jour, de nouvelles méthodes lèveront-elles le voile. En attendant, il faut se contenter de ces éclats et résister à deux tentations opposées, aussi trompeuses l'une que l'autre. Le voir comme une machine sans pensée, ou lui prêter des sentiments d'être humain. La vérité, comme souvent, se tient dans un entre-deux inconfortable, celui que la science habite honnêtement quand elle dit « nous ne savons pas encore ». Ce que nous savons, en revanche, avec une précision cruelle, c'est ce que cet animal a représenté pour les hommes qui ont vécu à ses côtés. Car là où la science hésite, l'histoire, elle, a parlé abondamment. Depuis des milliers d'années, l'hippopotame hanque l'imaginaire humain, tour à tour dieux, démons, monstres et trésors. Et cette histoire commence sur les bords d'un fleuve, dans l'une des plus anciennes civilisations du monde. Il y a plus de 3000 ans, sur les bords du Nil, une civilisation entière vivait au contact quotidien de cet animal. L'Égypte des pharaons connaissait l'hippopotame mieux que quiconque. Il peuplait le delta du fleuve, il surgissait des roseaux, il renversait des barques, il ravageait les cultures. Et cette Égypte, face à lui, n'a pas éprouvé un sentiment simple. Elle en a éprouvé deux, opposés, en même temps.
Elle a vu dans l'hippopotame à la fois une divinité protectrice et un démon du chaos. Comment un seul et même animal a-t-il pu être adoré et redouté, béni et maudit par le même peuple? Reprenons dans l'ordre, car la réponse dit quelque chose de très juste sur la nature de la bête. Du côté lumineux, il y avait une déesse. Elle s'appelait Taouret, et elle avait le corps d'une femelle hippopotame enceinte, dressée sur ses pattes arrière, le ventre lourd. Elle était la protectrice des femmes enceintes et des nouveau-nés, l'une des divinités domestiques les plus aimées de toute l'Égypte. On la portait en amulette, on l'invoquait au moment le plus périlleux et le plus sacré de la vie, la naissance. Réfléchissez au choix. Pour veiller sur les mères et sur les enfants qui viennent au monde, les Égyptiens n'ont pas choisi un animal doux. Ils ont choisi l'hippopotame. Pourquoi? Parce qu'ils avaient observé, sur le fleuve, ce que nous avons décrit ensemble. La férocité inouïe de la femelle qui défend son petit, ce dévouement farouche, cette rage protectrice capable de tenir tête à n'importe quel danger. La mère hippopotame était, à leurs yeux, l'image parfaite de la protection maternelle, non pas parce qu'elle est tendre, mais parce qu'elle est redoutable. Le meilleur des gardiens n'est pas le plus gentil. C'est le plus terrible envers ceux qui menacent. Mais il y avait l'autre versant, sombre celui-là. Car le dieu du chaos et de la destruction pouvait, lui aussi, prendre les traits de l'hippopotame. Le mal, cette fois. Le colosse dévastateur qui piétine, qui charge, qui saccage, qui tue. Le même animal, selon qu'on regardait la mer ou le mal en furie, incarnait donc la vie protégée ou la mort aveugle. Et cette dualité n'était pas une confusion des Égyptiens. C'était au contraire une observation d'une justesse remarquable. Ils avaient compris, bien avant la biologie moderne, que cet animal porte en lui les deux visages, le gardien et le fléau. Nous avons mis des pages à le démontrer. Eux l'avaient inscrit dans leur Dieu. Quittons le Nil et remontons le fil des textes, car l'hippopotame a laissé sa trace dans l'un des livres les plus lus de l'histoire de l'humanité. Dans la Bible, au livre de Job, apparaît une créature d'une puissance que seul le Créateur peut maîtriser, présentée comme l'un des plus grands ouvrages de la création. Sa description est si précise que la plupart des spécialistes n'hésitent pas. Il s'agit de l'hippopotame. On y évoque un être d'une force colossale, aux os comme des tubes de bronze, qui se tient à l'ombre des arbres, près des cours d'eau. Chaque trait est reconnaissable, vous voyez le tableau. L'animal des rivières africaines, devenu dans un texte sacré le symbole même de la puissance démesurée, celle qui dépasse l'homme et le renvoie à sa petitesse. Passons à présent aux peuples d'Afrique qui, depuis toujours, vivent au plus près de lui. Pour eux, rien d'abstrait. L'hippopotame est une réalité contradictoire de tous les jours. Il enrichit les rivières et nourrit indirectement le poisson dont on se nourrit. Souvenez-vous de son rôle d'ingénieur. Mais il dévaste aussi les récoltes en une nuit. Il tue les pêcheurs. Et il est lui-même une proie convoitée, une montagne de viande et de graisse. L'attitude à son égard est donc un mélange dosé de respect, de crainte et de calcul. On le vénère, on le redoute, on le chasse, parfois tout cela ensemble. Il n'est ni un ennemi pur, ni un ami. Il est une force avec laquelle il faut composer. Et puis vient le jour où l'Europe, à son tour, pose les yeux sur un hippopotame vivant. Ce moment a une date, et il mérite qu'on s'y arrête, parce qu'il déclencha une folie collective. Au milieu du XIXe siècle, en l'an 1850, un jeune hippopotame arrive à Londres. Capturé sur une île du Nil, il porte le nom de cette île. C'est le premier hippopotame vivant que l'Europe voit fouler son sol depuis l'époque de l'Empire romain. Depuis près de 2000 ans, plus personne, sur ce continent, n'avait contemplé une telle bête en chair et en os. L'effet fut stupéfiant. On se pressa aux eaux par dizaines de milliers. Jusqu'à 10 000 visiteurs par jour venaient le voir. En une année, la fréquentation du zoo doubla, à cause de lui seul. Prenez un instant la mesure de cet engouement. 10 000 personnes par jour, pour un seul animal endormi dans un bassin. La reine Victoria vint l'inspecter en personne. Les écrivains parlèrent de lui, les journaux s'en emparèrent, une véritable frénésie s'empara de la ville, au point qu'on forgea un mot pour la nommer. On composa même des airs à sa gloire. Un objet, un motif, une danse,
tout se mit à porter son image. Pensez à ce que cela révèle. Un peuple entier, saisi de fascination, devant une créature qu'il n'avait jusque-là connue qu'à travers des récits de voyageurs et de vieilles légendes. L'hippopotame en chair et en os était plus extraordinaire que tout ce qu'on avait pu en dire. Mais cette fascination avait aussi un versant plus sombre, et il faut le mentionner. Car si l'homme a adoré l'hippopotame, il l'a surtout convoité. Ses défenses, cet ivoire dur et blanc que nous avons décrit, ont de tout temps aiguisé les appétits. Elles sont plus dures que l'ivoire d'éléphant, elles jaunissent moins avec le temps. On en a fait des ornements, des sculptures, des objets précieux. Et l'on rapporte même que, dans le passé, on tailla dans cette matière des prothèses dentaires, certains affirmant que l'un des tout premiers dirigeants des États-Unis en aurait porté. Je dois vous dire ma prudence sur ce dernier point, car la légende s'y mêle à l'histoire, et il est difficile de démêler l'exact du romancé. Mais que l'ivoire d'hippopotame ait servi à cela, cela ne fait aucun doute. Sa peau, elle aussi, fut transformée en objet. D'une solidité à toute épreuve, elle devint, sous les mains des artisans, bouclier capable d'arrêter une flèche. Et, plus tristement, ces lourds fouets qui, dans certaines régions, restèrent longtemps le symbole cruel de l'oppression. Toujours la même logique. Un animal dont la moindre partie, ivoire, peau, chair, fut prélevée, façonnée, vendue. Voilà donc le long compagnonnage de l'homme et de l'hippopotame. Un dieu sur les bords du Nil, un monstre dans un livre sacré, une folie dans les rues de Londres, un trésor qu'on dépaisse. À travers les siècles, cet animal n'a cessé d'être regardé, imaginé, adoré, tué. Mais tous ces regards appartiennent au passé, à un temps où l'homme et la bête se croisaient sans trop se gêner. Aujourd'hui, la donne a changé. Le monde de l'hippopotame et celui des hommes ne se côtoient plus. Ils se heurtent. Et ce choc, devenu quotidien, décide désormais de la survie même de l'espèce. Il ne vous chasse pas. Il ne vous traque pas. Il ne vous considère pas comme une proie. Et il ne mange pas votre chair. Aucun des mobiles du prédateur ne le concerne. Et pourtant, chaque année, en Afrique, l'hippopotame tue plus d'êtres humains que le lion, le léopard et le crocodile réunis. Les estimations varient beaucoup, de plusieurs centaines à plusieurs milliers de victimes par an, tant il est difficile de compter dans les régions reculées. Mais même au plus bas de la fourchette, le constat tient. Le plus meurtrier des grands animaux d'Afrique n'est pas un carnivore. C'est un mangeur d'herbe. Comment est-ce possible? Nous avons tourné autour de cette question depuis le tout début. Le moment est venu d'y répondre pleinement. Car la réponse ne tient pas au hasard, ni à une prétendue méchanceté. Elle tient à une poignée de situations précises, presque toujours les mêmes, qui se répètent partout où l'homme et l'hippopotame partagent la même eau. Reprenons-les dans l'ordre. Premier scénario, le territoire dans l'eau. Souvenez-vous du mâle dominant qui contrôle sa portion de rivière et des femelles regroupées avec leurs petits. Un pêcheur qui traverse cette zone en pirogue ou qui s'approche trop près d'un groupe est perçu comme une intrusion, comme une menace. L'hippopotame charge. Il heurte l'embarcation, la retourne et s'en prend aux personnes tombées à l'eau. La vitesse de son attaque sous la surface, pour un animal de cette masse, est proprement terrifiante. Vous ne le voyez pas venir. Une ride, un remous, et la barque bascule. Deuxième scénario. Le chemin vers l'eau coupé. C'est peut-être le plus tragique parce que le plus involontaire. L'hippopotame est sorti la nuit pour brouter, il est à terre, loin de la rivière. Un homme, par malchance, se trouve entre lui et l'eau. Or, l'eau, pour cet animal, c'est le refuge, la sécurité, la vie. Tout ce qui se dresse entre lui et son refuge devient un obstacle à écraser. Il ne cherche pas l'homme, il cherche l'eau. Mais l'homme est sur le trajet et il sera renversé. Voilà pourquoi, je vous l'ai dit, les guides expérimentés n'installent jamais un campement sur une de ces sentes que les hippopotames empruntent pour descendre à la rivière. Se coucher là, c'est se coucher sur une autoroute la nuit. Troisième scénario, la femelle et son petit. Nous connaissons déjà ce dévouement farouche. Une mère avec son jeune attaque tout ce qui approche à une distance qu'elle juge dangereuse. Peu importe la nature de l'intrus. Un homme, un autre hippopotame, une barque, tout est traité de la même façon, comme une menace pour le petit, et repoussé avec la même violence.
Comprendre ces trois scénarios, ce n'est pas accumuler des anecdotes effrayantes. C'est une question de survie très concrète pour des millions de gens qui vivent au bord de ces eaux. Ne pas traverser un territoire en pirogue à la nuit tombée. Ne jamais se placer entre un hippopotame et la rivière. Se tenir loin d'une mère et de son petit. Trois règles simples qui sauvent des vies. Mais il reste, dans le danger que représente cet animal, un facteur que rien ne désamorce vraiment. Sa soudaineté. Écoutez ce que disent les guides africains, et ils le répètent tous. L'éléphant, le buffle, le lion vous accordent le plus souvent quelques secondes d'avertissement. Une posture, un barrissement, un grognement, un signe avant la charge. L'hippopotame, lui, peut passer à l'attaque sans le moindre signal préalable. Pensez-y un instant. Ce n'est pas seulement sa force qui fait peur, c'est l'absence d'avertissement, ce basculement instantané du repos à la fureur. Voilà pourquoi on le dit imprévisible. Et pourtant, il faut le préciser aussitôt, pour ne pas noircir le tableau à l'excès, la plupart des attaques d'hippopotame contre l'homme, dans l'eau, ne sont pas mortelles. Bien souvent, l'animal heurte la barque ou la personne, puis s'en va. Son but n'est pas de tuer, son but est d'écarter la menace. Une fois l'intrus repoussé, cela suffit, et il se retire. Les issues fatales viennent alors le plus souvent de la noyade qui suit le chavirement ou de blessures graves. Le danger est réel, considérable, mais il n'est pas fait de sauvagerie gratuite. Il est fait de défense, porté par un corps démesuré. Voilà pour la menace que l'hippopotame fait peser sur l'homme. Mais renversons maintenant la perspective, car la vérité de notre époque est là, et elle est cruelle. Dans ce face-à-face, ce n'est pas l'hippopotame qui l'emporte, c'est l'homme, de très loin. Et c'est l'animal qui recule. Combien en reste-t-il aujourd'hui ? Selon les estimations récentes, la population sauvage se situe entre 115 000 et 130 000 individus. Cela peut paraître beaucoup, ce ne l'est pas. Répartissez ce nombre sur toute l'Afrique subsaharienne et vous mesurez à quel point l'espèce est, en réalité, clairsemée. Le chiffre, surtout, tend à baisser dans plusieurs régions. L'animal est aujourd'hui classé comme vulnérable, un cran avant les catégories les plus alarmantes, mais un cran qui doit alerter. D'où viennent les menaces ? De trois côtés, encore une fois. Le braconnage, d'abord, pour la viande et pour les défenses. Rappelez-vous cet ivoire recherché. Après l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphant, la demande s'est en partie reportée sur celui de l'hippopotame, plus dur, plus blanc. Et cela a relancé le massacre. On saisit chez les trafiquants des quantités qui se comptent parfois en tonnes. La perte de son habitat, ensuite. Partout, on assèche les zones humides, on détourne les rivières, on étend les cultures jusqu'aux berges qui étaient, depuis toujours, le domaine de l'hippopotame. On lui prend son eau et son herbe. On rétrécit le monde étroit, cette mince frontière entre terre et rivière, où il est le seul à pouvoir vivre. Et il y a le conflit direct avec les populations humaines, ce cercle vicieux dont il est impossible de sortir simplement. L'hippopotame sort la nuit, ravage un champ, détruit en quelques heures le travail d'une saison. L'agriculteur, ruiné, se venge et l'abat. Qui pourrait le lui reprocher quand sa récolte, sa subsistance, celle de ses enfants, vient d'être anéantie? Il n'y a pas ici de méchants et de gentils. Il y a deux êtres qui ont besoin de la même bande de terre au bord de la même eau et qui ne peuvent plus l'occuper ensemble. À cela s'ajoute, plus tragique encore, ce que les guerres humaines font aux animaux. Dans certains pays d'Afrique déchirés par les conflits, des populations entières d'hippopotames ont été décimées, tuées pour leur viande et pour leur défense au cœur du chaos, quand plus aucune loi ne protégeait rien. Là où les hommes s'entretuent, l'hippopotame disparaît avec eux, victime silencieuse de guerres qui ne sont pas les siennes. Alors, voici où nous en sommes. Un animal qui n'a presque pas d'ennemi naturel une fois adulte, que ni le lion ni le crocodile ne peuvent vaincre, se retrouve menacé par le seul être qu'il n'a jamais appris à craindre. Nous. Celui qui ne connaissait pas la peur affronte aujourd'hui le seul adversaire contre lequel sa force, sa vitesse et ses armes ne peuvent rien. Et je trouve, je vous l'avoue, qu'il y a là une ironie amère. Cette absence de peur qui l'a rendu si dangereux pour l'homme est aussi, précisément, ce qui le laisse désarmé devant lui.
Il est pourtant un endroit sur cette planète où l'histoire a pris un tour que personne n'aurait pu imaginer. Un endroit où l'hippopotame, loin de disparaître, s'est mis à proliférer. Non pas en Afrique. À des milliers de kilomètres de son fleuve d'origine, sur un autre continent, à cause d'un homme dont le nom n'a rien à voir avec la nature. Et cette histoire, la dernière que je veux vous raconter, est sans doute la plus étrange de toutes. Une propriété immense en Colombie, à des milliers de kilomètres de toute rivière africaine. Un domaine somptueux, avec ses jardins, ses avions et son zoo privé. Le maître des lieux est l'un des hommes les plus riches et les plus recherchés de la planète. Un baron de la drogue. Parmi les animaux exotiques qu'il fait venir pour sa ménagerie, il y a 4 hippopotames. 3 femelles, un mâle. Puis, au début des années 1990, l'homme est tué. Le domaine est abandonné. La plupart des bêtes du zoo sont transférées ailleurs. Mais pas les hippopotames. Trop lourds, trop dangereux, trop coûteux à déplacer. On les laisse là, dans leur mare artificielle, livrés à eux-mêmes. Que peut-il arriver à 4 hippopotames oubliés sur un autre continent? Ce qui est arrivé dépasse tout ce qu'on aurait pu prévoir. Reprenons dans l'ordre. Ces 4 animaux se sont retrouvés dans un paradis. Un climat chaud toute l'année, des marécages, des rivières, une végétation abondante et surtout, pas le moindre prédateur naturel. Ni lion, ni crocodile capable de menacer un adulte. Aucune des sécheresses qui, en Afrique, limitent leur nombre. Rien pour les arrêter. Alors ils ont fait ce que fait toute vie qu'on laisse prospérer sans frein. Ils se sont reproduits. Aujourd'hui, ces 4 hippopotames ont donné naissance à toute une population sauvage, installée le long d'une grande rivière colombienne. Les estimations récentes parlent de plus de 150 individus, peut-être bien davantage, les derniers recensements donnant des chiffres en hausse constante. C'est, de très loin, la plus grande population d'hippopotames en dehors de l'Afrique. Un troupeau africain, né de 4 bêtes abandonnées, qui prospère au cœur de l'Amérique du Sud. Prenez-en la mesure. Là-bas, sur leur continent d'origine, l'espèce recule et s'éteint peu à peu. Ici, sur une terre qui n'est pas la sienne, elle explose. Mais cette prolifération n'a rien d'un conte heureux, et c'est là que l'histoire se complique. Car ces hippopotames colombiens posent un problème redoutable. Ils sont ce qu'on appelle une espèce invasive, une espèce introduite dans un milieu qui n'était pas prêt à l'accueillir. Rappelez-vous tout ce que nous avons dit de leur rôle en Afrique. Ils transforment l'eau, ils la fertilisent de leur déjection, ils modifient tout l'équilibre chimique des rivières. En Afrique, cet équilibre s'est réglé au fil de millions d'années. En Colombie, non. Là-bas, l'hippopotame bouleverse un écosystème qui ne l'a jamais connu, entre en concurrence avec la faune locale et menace des espèces qui n'ont aucune parade contre ce géant venu d'ailleurs. Et voici le paradoxe qui divise aujourd'hui les scientifiques. Car certains chercheurs font une remarque troublante. Il y a très longtemps, à la fin de la dernière période glaciaire, l'Amérique du Sud abritait de grands herbivores aquatiques, aujourd'hui disparus. Depuis leur extinction, cette place, ce rôle de gros brouteurs des eaux, était resté vacant. Et voilà que l'hippopotame, par le plus improbable des hasards, vient peut-être l'occuper. Est-il un intrus destructeur? Ou le remplaçant tardif d'une fonction écologique éteinte depuis des millénaires? Les avis s'affrontent et la question reste ouverte. Ce qui est certain, c'est que les autorités colombiennes se retrouvent devant un casse-tête presque insoluble. Comment maîtriser une population d'animaux de 3 tonnes, agressifs, semi-aquatiques, dispersés dans les marécages? On a tenté de les stériliser. Mais stériliser un hippopotame n'a rien à voir avec l'opération d'un animal domestique. Il faut le localiser, l'immobiliser, opérer une bête d'1,5 tonne, hostile, cachée dans l'eau. Chaque intervention est difficile, coûteuse, dangereuse. En plusieurs années, on n'est parvenu à en traiter qu'un très petit nombre, loin, très loin de ce qu'il faudrait pour enrayer la croissance. Et pendant que les experts et les responsables débattent, les hippopotames, eux, continuent tranquillement de se reproduire. Selon certaines projections, si rien n'y fait, il pourrait être 1 millier au cours des prochaines décennies. Il y a, dans cette histoire, quelque chose de vertigineux. Un animal menacé sur son propre continent devient une menace sur un autre. La même espèce, au même moment,
qu'on s'efforce de sauver ici et de contenir là-bas. Songez à l'ironie. 4 bêtes oubliées par un hors-la-loi ont réussi ce que des millions d'années d'évolution avaient réservé à l'Afrique. Elles ont fondé un nouveau royaume d'hippopotames, sur une terre qui n'avait jamais entendu leurs cris. Sa fourrure n'existe pas, et sa peau nue fabrique sa propre médecine. Son plus proche cousin nage dans les océans. Il broute l'herbe en silence et tranche le crocodile. Il dort sous l'eau sans se réveiller pour respirer. Il ne connaît pas la peur, et c'est ce qui le perd. Il n'est ni beau ni gracieux. Il n'a rien de la majesté qu'on prête au lion ou à l'éléphant. Mais il est, à sa manière lourde et secrète, une pièce presque parfaite, ajustée à un monde que peu d'êtres savent habiter, cette mince frontière entre l'eau et la terre. Alors la prochaine fois que vous le verrez, quelque part, dans un documentaire ou derrière la vitre d'un bassin, immobile et somnolent, ne vous arrêtez pas à cette image. Ne voyez pas le gros pâteau comique de votre enfance. Regardez-le une seconde de plus. Dites-vous que sous cette masse assoupie dort le dernier héritier d'une lignée effacée, le cousin oublié des baleines. Dites-vous qu'en ce moment même, quelque part sur un fleuve d'Afrique, un de ces géants remonte doucement vers la surface, respire sans même s'éveiller et redescend dans le noir tiède de l'eau. Et que ce geste, il le répète nuit après nuit, depuis des temps que nous peinons à imaginer. Merci d'être resté jusqu'ici et d'avoir regardé cet animal autrement. Si ce voyage vous a plu, laissez un pouce levé et abonnez-vous, cela nous aide à continuer. Un autre géant, une autre histoire vous attend dans la prochaine vidéo. À très bientôt.